Après des années d'attente, le nouveau MacBook Pro Retina est enfin là et c'est ce qu'on va aller découvrir aujourd'hui. Alors pour l'instant, on n'a reçu que ce modèle de base. En fait, il n'a pas la petite touch bar comme sur les 15 pouces et comme sur les 13 pouces haut de gamme. Il faut savoir que ces modèles-là, ils arriveront un petit peu plus tard, donc à la fin du mois, on reviendra dessus bien sûr. Alors cette version a été présentée à la keynote comme le successeur du MacBook Air, et c'est vrai que bon, ils l'ont appelé MacBook Pro, mais on va voir ensemble qu'il n'est pas si pro que ça. Alors une des nouveautés, c'est l'arrivée de cette couleur gris sidéral qui est absolument magnifique. Moi je la trouve vraiment superbe sur ce MacBook Pro. Alors il faut savoir qu'elle est proposée par défaut sur l'Apple Store, donc si vous voulez le modèle argenté, vous pouvez toujours l'avoir, mais désormais il y a une petite case à cocher. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, la machine est allumée, mais sa petite pomme, elle est toujours éteinte. Et bien ça, il faudra s'y faire parce que c'est comme sur le MacBook. Alors je vous l'ai dit, sur ce modèle, il n'y a pas de touch bar, il y a encore les boutons physiques, donc pour ceux qui aiment bien avoir un vrai bouton Escape, je pense qu'ils préféreront ce modèle. Mais il n'y a pas non plus de Touch ID, alors ça c'est dommage, parce que pour se loguer, ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Mais vous pouvez toujours opter pour l'Apple Watch, qui se synchronise avec Sierra et qui permet de se connecter quand on arrive près de son Mac. Lorsqu'il rapproche du MacBook Air, c'est évidemment ses dimensions, et là on se retrouve avec une machine qui est beaucoup plus compacte en fait que le MacBook Air 13 pouces, alors qu'ils ont le même écran. Ils font exactement le même poids, 1,3 kg. Et si vous regardez bien sur la tranche, le nouveau MacBook Pro se paye le luxe d'être un petit peu plus fin, mais uniquement sur la partie plus épaisse, puisque le MacBook Air, lui, se prolonge ici comme une feuille de papier. Alors Apple a repris ici le clavier du MacBook, qui est donc très très fin, et puis on l'avait beaucoup critiqué parce que effectivement la course, c'est-à-dire la profondeur des touches, est assez faible. Alors là ils ont amélioré, c'est légèrement plus profond. À l'usage, moi j'ai pas vu beaucoup de différence, très honnêtement, mais par contre je l'adore. Vraiment c'est un clavier, je le trouve très, très agréable au toucher. D'ailleurs on le voit quand on revient en fait au clavier des anciens MacBook Pro Retina, on a l'impression de faire un retour dans le passé. En dessous du clavier on retrouve donc ce trackpad qui est absolument immense, il est vraiment géant, il fait 2 fois la surface du précédent. À quoi ça sert? Je ne sais pas. C'est-à-dire que moi je suis toujours sur la petite surface centrale avec mes doigts à la même vitesse. J'imagine peut-être que si on aime bien se balader lentement, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Et il n'est pas non plus compatible avec l'Apple Pencil, donc c'était une rumeur qui courait, moi j'aurais trouvé ça assez amusant, puisque en fait il fait la taille d'une petite cintique de poche, donc on pourrait imaginer par exemple dessiner dessus. Alors bonne nouvelle sur cette machine, ils ont décidé de conserver la prise jack, c'est peut-être le dernier MacBook Pro qu'en aura une. Alors il y en a qui me demandaient si elle était compatible avec le micro du casque. Oui, elle est toujours compatible, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Par contre ils l'ont mis à droite, donc voilà, pour les droitiers c'est un petit peu moins pratique. Et puis un dernier détail, c'est au niveau des micros, donc il n'y en a que 2 sur ce modèle 13 pouces de base, contre 3 sur les modèles avec touch bar 13 pouces et 15 pouces. Donc avec l'arrivée de Siri ou Sierra, c'est un petit peu dommage. Alors ils ont gardé le jack, mais ils ont enlevé le port SD, ce qui pour moi est une vraie bêtise, puisque cette machine s'adresse quand même à des professionnels, souvent de l'image, souvent de la création, de la vidéo, et la carte SD est vraiment devenue le nouveau standard en fait pour ces professions, surtout à l'heure de la 8K, de la 4K, c'est devenu le support de stockage, et je pense que ça va durer encore de nombreuses années. Alors du coup maintenant il faudra se balader avec ces petits adaptateurs, qui ont quand même un avantage, c'est-à-dire qu'ils sont généralement plus rapides que ceux qu'intègre Apple. Mais bon voilà, on est sur un tournage, on est sur un shooting, on n'a pas forcément envie d'emmener tout ça. Alors sur ce modèle d'entrée de gamme, il n'y a que 2 ports Thunderbolt 3. 2 c'est vraiment pas beaucoup. Le reste de la gamme en a 4, ce qui est déjà beaucoup plus gérable. Ici là on branche l'écran, l'alimentation et c'est fini, on peut plus mettre une souris ou un lecteur SD. Et du coup ça va nous obliger à investir dans des docks USB-C, etc. Ce qui va faire grimper la facture, puis surtout finalement tout ce qu'on gagne en design, on le perd en encombrement. Alors un autre regret sur cette machine, c'est évidemment d'avoir perdu le MagSafe. Alors on s'y était fait un petit peu avec le MacBook, mais sur le MacBook Pro on pensait qu'Apple trouverait une solution, mais non. On perd donc ce port aimanté qui permettait de ne pas envoyer la machine balader dès qu'il y a quelqu'un qui se prend les pieds dans le câble, alors qu'ici elle est vraiment très bien attachée, et j'ai peur que tous ces ordinateurs qui coûtent quand même une vraie petite fortune, on y reviendra, finissent par terre complètement explosés, et ça c'est vraiment dommage. Alors c'est vrai, il n'y a que 2 ports sur cette machine, mais ce ne sont pas n'importe quel port. On parle ici de Thunderbolt 3, qui est vraiment la connectique du futur, la connectique dont Steve Jobs rêvait, qui rassemble l'alimentation, les écrans, tous les périphériques. Et en plus, on va pouvoir chaîner tout ce que vous avez autour de vous grâce à ces débits qui sont énormes, ça monte jusqu'à 40 gigabits. Donc vous allez pouvoir brancher un écran, lui brancher un disque dur derrière, encore un autre disque, etc. Moi, je regrette juste qu'Apple n'ait pas mis au moins un petit port USB, au moins un,
pour brancher une souris, pour brancher un petit disque dur, enfin pour brancher tous ces périphériques qu'on a autour de nous qui sont encore USB et sur lesquels on sera obligé de mettre un adaptateur pendant encore des années. Donc voilà, moi les PC le font. C'est vrai que pour pousser une connectique, il faut prendre des risques, mais un port, ça aurait pas coûté très cher quand même. Alors le Thunderbolt 3 et l'USB-C utilisent la même prise, ce qui est hyper pratique, puisque c'est une connectique, en fait, c'est la suite de l'USB, hein. Il y a les débits de 10 gigabits, et puis c'est rétro-compatible avec l'USB, donc avec des petits adaptateurs, mais surtout, vous allez pouvoir acheter des accessoires, des hubs, même des écrans, qui sont pas Apple, hein. Avant on était un petit peu enfermé dans l'écosystème, et là aujourd'hui, je pense que ça va faire du bien au porte-monnaie. Alors les adaptateurs, oui, il en faudra au moins un, qui est l'adaptateur USB classique, qui lui permettra par exemple de brancher votre iPhone, hein. Si vous avez acheté un iPhone 7, vous ne pourrez pas le connecter à votre nouveau MacBook, ce qui est quand même assez fou, ou alors vous pouvez acheter un câble USB-C vers Lightning, mais donc il faudra au moins celui-là. C'est dommage qu'il n'ait pas mis dans la boîte, franchement c'est quasiment indispensable de l'acheter. Alors après on trouve tout un tas d'adaptateurs, il y a celui-là qui sort par exemple du HDMI et de l'USB classique, il y a aussi du VGA, hein, pour certains vidéoprojecteurs, et puis on trouve aussi un adaptateur Thunderbolt, donc qui est très pratique pour réutiliser ces anciens écrans Thunderbolt ou ces docks, qui ont aussi toute la connectique USB, Ethernet, etc. Donc voilà, ces prochaines années vont être assez sportives. Un mot sur l'écran, donc qui est beaucoup plus lumineux. Ça, on l'a vu en travaillant dehors, en travaillant dans le train, c'est beaucoup plus agréable. Il utilise aussi le Gamut P3, donc on retrouve sur l'iMac, sur l'iPad, etc., qui en fait permet d'afficher plus de couleurs à l'écran. Si vous travaillez dans l'image, c'est vraiment très agréable. Et alors par contre, le nombre de points de cet écran Retina n'a pas bougé, ce qui est assez bizarre, puisqu'on s'attendait à une augmentation même légère de la résolution, d'avoir des écrans, je sais pas, 4K par exemple. Et le plus drôle, c'est que par défaut, Apple vous affiche une résolution de 1440 par 900, alors que la résolution Retina, hein, elle est en fait en 1280 par 800. Donc Apple triche un petit peu. Voilà, moi je trouve ça dommage, j'aurais aimé un écran un petit peu mieux défini. Tout en haut de l'écran, on retrouve donc la caméra qui, elle, bizarrement, ne bouge pas non plus. Ça, c'est assez incroyable. On reste sur du 720p, puis alors le capteur est vraiment pas terrible, il fait du grain dès qu'il y a un petit peu de pénombre. Moi, j'aurais vraiment espéré quelque chose en 1080p, par exemple. Sur le site, on a déjà publié des benches assez détaillés du CPU, du GPU, du SSD, donc on ne reviendra pas trop là-dessus. Mais je voulais quand même vous dire un petit mot sur le CPU de ce modèle qui est cadencé uniquement à 2 GHz et dont les performances, elles sont à peine au niveau des machines de l'an dernier, donc c'est quand même une petite déception. Et puis surtout, si vous voulez un processeur plus rapide, donc un Core i7 par exemple, il faudra débourser 360 €. Alors la bonne surprise de ce MacBook Pro, c'est quand même le circuit graphique. Vous l'avez vu dans nos tests, les perfs sont quasiment multipliés par 2 par rapport à la génération précédente, donc ça c'est assez inédit. Et puis c'est aussi valable en OpenGL, donc dans les jeux, mais aussi en OpenCL, donc dans les applications professionnelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aujourd'hui jouer à des jeux récents sans être trop frustré. On va pouvoir utiliser des applications professionnelles de manière convenable. Alors évidemment, on n'est pas au niveau d'un MacBook Pro Retina avec sa carte dédiée qui elle est quand même beaucoup plus adaptée à ça, mais on n'est pas non plus au niveau d'un MacBook où on peut quasiment rien faire en 2D, 3D. Alors vous l'avez vu dans nos benches, les SSD qui sont à l'intérieur de ce MacBook Pro sont extrêmement rapides, hein, plus de 3 Go/s, ce qui est vraiment énorme. C'est des besoins qu'on a quand on fait de l'édition vidéo en 4K, 8K, etc. Donc moi je trouve ça assez dingue, c'est même tellement dingue qu'on se demande ce que ça fait là, puisque dans une machine comme ça, il n'y a pas de réel intérêt. Moi je préférerais qu'Apple mette des connecteurs qui soient plus standards, qu'on puisse changer, qu'on puisse faire évoluer, parce que dans ce MacBook Pro, il n'y a que 256 Go de disque, soit autant que dans mon iPhone. Cette année, la RAM est toujours soudée, donc on ne pourra toujours pas la changer. Il faudra bien faire attention quand vous achetez la machine d'avoir la bonne capacité. Moi, je regrette simplement qu'Apple vende le passage de 8 à 16 Go à des tarifs complètement fous. On est à 4 ou 5 fois les tarifs du commerce. Donc pour quelque chose qui n'est pas évolutif, donc réfléchissez bien avant d'acheter. Alors deux petites nouveautés côté son, tout d'abord sur les enceintes qui sont beaucoup plus puissantes, on peut sonoriser pratiquement une pièce entière avec. La qualité est également un peu meilleure, même si je trouve que le moindre casque est largement supérieur à ça. Et puis quand vous démarrez la machine, elle fait plus de bruit, il n'y a plus le dongle du démarrage qu'on peut remettre avec des lignes de commande, hein. Mais moi je trouve que c'est une très bonne idée, puisque dans les amphis, dans les salles de réunion, on ne savait jamais à quel volume allait démarrer son Mac.
Si je devais vous donner un conseil d'achat sur ce MacBook Pro, c'est vraiment de regarder l'espace dont vous avez besoin, puisqu'on ne pourra pas changer le disque, et c'est vraiment la première chose qui pose problème avant la RAM, avant la carte graphique, avant tout le reste. Donc réfléchissez bien, 256 Go c'est vraiment pas beaucoup, et moi je vous conseille au moins 512 sur ce type de machine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des likes, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez le faire depuis le mobile maintenant, c'est tout nouveau. Et puis nous, on se retrouve pour des nouvelles vidéos, et bien sûr pour le test complet du MacBook Pro Retina. Ciao ciao!